Le soir où j'ai perdu mon emploi, ma sœur a hurlé, « Qui va payer mon prêt automobile maintenant ?» Maman a hoché la tête. Papa a fait mes valises. Ta sœur a plus besoin de cette maison que toi. Je n'ai rien dit à propos de la société à mon nom. Ni de la maison de plage. Cette nuit-là leur a tout coûté. Le soir où ma famille m'a jeté dehors, j'avais une entreprise d'une valeur de 3,2 millions d'euros dont aucun d'entre eux n'avait jamais pensé à me parler. Ma sœur a hurlé à propos d'un prêt automobile. Ma mère a hoché la tête. Mon père a fait ma valise. Je suis resté là et j'ai pensé, c'est l'erreur la plus coûteuse qu'ils feront jamais. Laissez-moi commencer par 4 heures plus tôt. La salle de conférence au 11e étage du bureau du Meridian Group, dans le centre-ville de Portland, avait un mur de fenêtres orienté vers l'ouest. Et à 16h47, un mardi d'octobre, le ciel faisait cette chose particulière que les ciels du nord-ouest Pacifique font en automne, gris, virant au violet, puis redevenant gris. Comme s'il n'arrivait pas à se décider. Mon manager, Denny, était assis en face de moi avec un dossier des ressources humaines et l'expression prudente d'un homme qui a déjà prononcé ce discours et l'a détesté à chaque fois. Je savais déjà ce qu'il y avait dans le dossier. Je le savais depuis 6 semaines, de la même manière que l'on sait qu'une tempête arrive parce que la pression atmosphérique chute et que les oiseaux se taisent. Meridian perdait des contrats depuis le printemps. La restructuration était inévitable. Mon poste, analyste financière senior. 8 ans. 2 promotions, ne l'était pas. Denny a prononcé le mot éliminé. Il a dit le poste d'avant pour adoucir le coup. Il a mentionné une indemnité de départ. 8 semaines, avantages sociaux complets jusqu'à la fin de l'année. Ses mains sont restées à plat sur la table tout le temps. Paume vers le bas. Le langage corporel d'un homme qui s'efforce de ne pas paraître menaçant. Je l'ai remercié. C'était la chose professionnelle à faire, et j'étais une professionnelle. Le silence est une position, et la gratitude en est une meilleure. Ce que je n'ai pas dit à Denny, car cela ne le regardait pas, c'est que j'avais une réunion jeudi avec mon avocat, Kevin Hartley, concernant une offre d'acquisition pour une société que j'avais cofondée il y a 4 ans. Ce que je n'ai pas mentionné, la proposition de conditions dans mon courrier électronique, que j'avais lu 3 fois cette semaine-là. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais déjà commencé à penser au Meridian Group au passé. J'ai conduit jusqu'à la maison sur la Sunset Highway avec le dossier sur mon siège passager. Les documents d'acquisition étaient sur mon comptoir de cuisine. Les chiffres, si jeudi se passait comme je l'espérais, étaient significatifs. Ma famille ne savait rien de tout cela. Patride fait du poulet rôti le mardi. Elle le fait depuis 20 ans, ou presque. Un poulet du supermarché, généralement du Safeway sur Canyon Road, avec des haricots verts en conserve et des petits pains de la section des surgelés. J'ai grandi en mangeant, et même maintenant, en entrant dans l'allée de la maison où j'avais emménagé de nouveau il y a 8 mois, un arrangement temporaire, juste jusqu'à ce que je trouve le bon appartement, tout le monde était d'accord, l'odeur m'a frappé à travers la porte du garage. Automatique. Moléculaire. La sensation d'arriver dans un endroit qui est censé être sûr. La Honda CR-V d'Amber était dans l'allée à côté de l'accord de ma mère, toutes 2 rentrées. 3 choses que j'ai remarquées en entrant, dans cet ordre. La table de la cuisine déjà mise, la télévision éteinte, ce qui était inhabituel, et les mains de mon père croisées devant lui, de la manière dont il les croise quand il a pris une décision et attend de l'annoncer. Je me suis assise. J'ai dit, j'ai des nouvelles concernant le travail. J'ai dit, Meridian se restructure. Mon poste est éliminé. Je n'ai pas terminé la phrase. Le visage d'Amber a changé, non pas pour de l'inquiétude, non pas pour ce réarrangement d'où des traits qui diraient « Est-ce que ça va ? As-tu peur ? De quoi as-tu besoin ?» Il a changé pour autre chose. Quelque chose de plus rapide et de plus réflexe que la sympathie. Elle a dit « Qui va payer mon prêt automobile maintenant ?» La table est devenue silencieuse. Ma mère a posé sa fourchette. Pas laissé tomber. Posée délibérément, au bord de son assiette. Elle a regardé Amber, puis elle m'a regardé, et je l'ai vu décider quelque chose. Les mains de mon père sont restées croisées. Je suis doué pour lire une pièce. C'est la compétence que l'on développe quand on grandit en étant la fille qui trouve des solutions. Celle qui garde les comptes. Celle que l'on appelle quand les chiffres ne collent pas. J'ai lu cette pièce le temps d'une expiration.
3 choses sont devenues claires. Dans cet ordre. Le prêt automobile d'Amber, 610 € par mois. Une Honda CR-V qu'elle avait financée sans cosignataire, uniquement parce que j'avais garanti ses revenus au concessionnaire, n'avait jamais réellement fait partie du budget d'Amber. Mes parents avaient compté sur ma présence dans cette maison de la même manière qu'un bâtiment compte sur un mur porteur. Et au moment où ce mur a semblé se fissurer, ils n'ont pas demandé si le mur allait bien. Ma mère a dit, c'est juste temporaire, chérie, jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Elle l'a dit doucement. C'était le truc avec ma mère, elle était toujours douce quand elle avait déjà pris sa décision. La douceur n'était pas un réconfort. C'était la fermeture d'une porte, rembourrée pour que l'on n'entende pas le clic. Mon père a décroisé les mains. Il s'est reculé de la table. Il a dit, de la voix qu'il utilisait pour les décisions déjà prises, ta sœur a plus besoin de cette maison que toi en ce moment. Tu es pleine de ressources, Daniel. Tu t'en sors toujours. Il est monté à l'étage. Je suis resté assise à table avec ma mère et ma sœur. Amber grignotait son petit pain. Elle ne m'a pas regardé. Ma mère a rempli son verre d'eau. J'ai entendu la fermeture éclair de mon sac de sport venant d'en haut. Le bruit des tiroirs qui s'ouvrent. Mon père était entré dans ma chambre exactement 3 fois au cours des 2 années avant que je ne revienne, 1 fois pour réparer le ventilateur de plafond, 2 fois pour aider avec les meubles. Et maintenant il y était en train de faire mes affaires un mardi soir parce que son autre fille avait plus besoin de la maison. J'ai passé beaucoup de temps dans les mois qui ont suivi à ressasser ce son. La fermeture éclair, les tiroirs, le fait qu'il savait où tout se trouvait, ce qui signifie qu'il a dû regarder. Il est descendu avec le sac et l'a porté jusqu'au porche sans croiser mon regard. C'est la partie sur laquelle je reviens sans cesse. Pas les mots étaient méchants, mais les mots sont quelque chose auquel on peut répondre. C'était les yeux. Leur absence délibérée. La lumière du porche était allumée. La rue était calme comme Biverton est calme à 6 heures du soir en octobre. Quelques voitures. Un chien quelque part. Le ciel de la couleur du vieux béton. J'ai pris le sac. J'ai pensé à jeudi. Au bureau de Kevin dans le Pearl District. Le 14e étage. La vue sur la ville où j'avais bâti ma carrière. J'ai pensé à la proposition de conditions. Et aux chiffres dessus. Et au dossier toujours posé sur mon siège passager. Ma famille venait de me tendre mon sac et de me dire de me débrouiller. J'avais passé 6 mois à construire la sortie. Je ne savais tout simplement pas que ce serait eux qui ouvriraient la porte. Marcus Webb vit dans le même appartement sur NW Lovejoy depuis 6 ans. Et la première chose qu'il fait quand vous arrivez en crise, c'est de faire du thé. Pas demander si vous voulez du thé. Pas proposer. Il remplit la bouilloire et la met en marche. Et le temps que vous vous soyez assis et ayez enlevé votre manteau, il y a une tasse devant vous. Du Yorkshire Gold. 2 minutes d'infusion. Un peu de lait. Il a appris à le faire d'un collègue britannique il y a des années. Et n'a jamais changé. Je me suis assise sur son canapé avec le sac de sport à mes pieds et je lui ai raconté ce qui s'était passé. J'ai gardé l'ordre chronologique. La salle de conférence. Denis. Le dossier. Le trajet de retour sur la Sunset Highway. La table. La première question d'Amber, qui n'était pas une question sur moi. Marcus était assis en face de moi dans le fauteuil qu'il a depuis ses études supérieures, celui avec la coudoir qui a été recollée 2 fois, et il a écouté toute l'histoire sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un moment. Il a regardé sa propre tasse. Puis il a dit, « Daniel, tu es leur sortie de secours depuis 15 ans. À la seconde où tu as eu besoin de la porte, ils ont changé la serrure. » J'ai fixé le thé. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que la phrase n'était pas exacte, elle l'était, mais parce que l'entendre à voix haute la rendait plus lourde qu'elle ne l'avait été dans ma propre tête, où je la portais depuis des années sans la nommer. J'ai dit que je m'occuperais de la situation de l'appartement cette semaine. Marcus a dit d'accord. Nous sommes restés assis là un moment avec la pluie qui commençait à tomber contre ses fenêtres. Et j'ai pensé à 2005. J'avais 15 ans l'été où l'entreprise de fourniture de construction de mon père a fait faillite. Je connais le terme technique pour ce qui s'est passé, surendetté, sous-capitalisé, prise du mauvais côté d'un ralentissement des permis de construire commerciaux,
parce que je l'ai cherché après, parce que comprendre le mécanisme était la seule chose qui m'aidait à ne plus en avoir peur. Ce dont je me souviens de cet été, c'est la façon dont la voix de mes parents changeait quand ils pensaient que j'étais endormi, les appels qui arrivaient avant 8 heures du matin, mon père assis à la table de la cuisine à minuit avec des papiers étalés autour de lui, sans les toucher, juste assis. L'immobilité particulière d'un homme qui est à court d'idées et qui attend qu'une autre arrive. Août. Je suis descendu à 6 heures du matin pour boire de l'eau et je l'ai entendu dire à ma mère qu'il pourrait perdre la maison. Il ne savait pas que j'avais entendu. Je suis remonté et je me suis assise sur le bord de mon lit, et j'ai fait ce que je faisais quand j'avais besoin de réfléchir. J'ai compté. L'argent sur mon compte d'épargne provenant de 18 mois à emballer des courses au Safeway de Canyon Road, 212 €. Ce qu'était le paiement hypothécaire, à peu près, d'après l'enveloppe que j'avais vue sur le comptoir, je ne savais pas exactement, mais plus que ça, beaucoup plus. J'ai mis 200 € dans une enveloppe. J'ai écrit ou pour l'hypothèque à l'extérieur, et je l'ai laissé sur son oreiller avant qu'il ne se lève. Il l'a encaissé. Je le sais parce que l'enveloppe avait disparu le soir, et le lendemain matin, il était plus silencieux d'une manière différente, non pas l'immobilité d'un homme à court d'idées, mais l'immobilité d'un homme qui avait reçu de l'aide d'un endroit qu'il n'allait pas mentionner. Il l'a encaissé le mois suivant aussi. Et le mois d'après, pendant 11 mois, 200 € chacun, jusqu'à ce que la dette de l'entreprise soit restructurée et que la crise immédiate soit passée. Il n'a jamais demandé d'où cela venait. Je n'ai jamais rien dit. J'ai appris quelque chose cette année-là. Le silence n'était pas de la gratitude. Le silence était de la convenance. Reed Analytics, LLC. Il y a 4 ans, quand j'avais 30 ans, mon collègue Trevor Nash avait construit un outil de modélisation financière pour les banques régionales. Le genre de logiciel qui prédisait le risque de défaut de paiement de prêt avec plus de précision que tout ce que les banques de taille moyenne pouvaient se permettre de licencier auprès des grands fournisseurs. Bon produit. Le problème était que Trevor était un ingénieur, pas un homme d'affaires, et il n'avait pas de capital et aucune idée de comment en trouver. J'avais des économies. J'avais la compétence spécifique pour comprendre exactement ce qu'il avait construit et ce que cela valait. J'ai pris 60% des parts en échange des deux. Pourquoi 60 et pas 50? Parce que je voulais le contrôle. J'avais passé assez de ma vie professionnelle à m'en remettre à des salles pleines de gens qui étaient plus confiants que corrects. 60% signifiait que les décisions m'appartenaient. J'ai mis Reed Analytics à mon nom parce que c'était mon capital et mon risque. Je l'ai gardé secret à la maison pour la même raison que j'avais gardé les 200 € secrets en 2005. Dès l'instant où ma famille saurait que j'avais des ressources, ces ressources deviendraient les leurs à allouer. Ce n'était pas une évaluation cynique. C'était une observation empirique de 15 ans. Il y a 3 ans, la première année de plein profit de la LLC, j'ai pris une distribution de 340 000 €. J'ai acheté la maison à Cannon Beach, une propriété sur la côte, une maison de 2 chambres sur une falaise au-dessus de la plage, avec un bardage en cèdre, le genre d'endroit qui sent le sel, le sapin de Douglas et la chaleur du vieux bois. Je l'ai mise uniquement à mon nom. Ma mère y est restée 2 fois. Elle a mentionné, les 2 fois, que la maison de plage de son ami était tout simplement ravissante. Daniel, tu devrais vraiment trouver quelque chose comme ça un jour. J'ai dit que je regarderais. 6 semaines avant la nuit où mon père a fait ma valise, une société de technologie financière de taille moyenne d'Austin, en fait un concurrent de Meridian, a envoyé une lettre d'intention pour acquérir Reed Analytics, LLC. L'offre, 3,2 millions € pour la totalité de l'entreprise. J'ai engagé Kevin Hartley la même semaine. Kevin est le genre d'avocat qui lit tout 2 fois et pose la question que vous espériez qu'il ne poserait pas, et je lui ai confié ma vie financière pendant 3 ans pour cette raison exacte. Il a examiné la proposition de conditions, a vérifié les chiffres, a identifié 2 problèmes structurels que nous avons passé une semaine à corriger, et m'a dit que nous nous dirigions vers une clôture nette dans 45 à 60 jours. J'ai intégré une clause dans la structure de l'accord. Kevin l'a appelé une option de rachat familial. Ce que cela signifiait en pratique, si je l'activais avant la clôture, 180 000 € des produits de l'acquisition seraient redirigés vers un compte séquestre, payable en 2 versements, 167 000 € au prêteur hypothécaire de mes parents. Ce qui rembourserait le solde restant de la maison à Beaverton, et 13 000 € à Amber, ce qui solderait le prêt de la Honda CR-V avec 4 mois d'avance. Je ne l'avais pas dit à ma famille parce que je voulais le leur annoncer au dîner. Je l'avais imaginé plusieurs fois, la table, la nourriture,
la façon dont ma mère poserait sa fourchette, l'expression sur le visage de mon père. La réunion de jeudi avec Kevin était pour finaliser les documents et se préparer à la signature. Deux choses que je savais, en m'éloignant de cette maison avec mon sac de sport sur la banquette arrière, la pluie commençant sérieusement sur la Sunset Highway, les lumières de la ville s'étalant sur mon pare-brise. 1. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. 2. J'étais la seule personne dans cette allée à le savoir. Le canapé de Marcus a une qualité particulière que je n'ai jamais pu nommer, quelque chose entre ferme et indulgent, la façon dont les canapés deviennent quand ils ont absorbé assez de nuits tardives pour développer une mémoire. Je me suis allongé dessus à 23h mardi avec une couverture qu'il avait laissé plier sur la coudoir et j'ai regardé le ventilateur de plafond tourner lentement dans le noir, et j'ai catalogué ce que j'avais. Le sac de sport, ma voiture, mon ordinateur portable que j'avais eu la présence d'esprit de prendre dans ma chambre avant que mon père ne finisse de descendre, mon téléphone, le numéro de Kevin, la proposition de conditions dans mon courrier électronique, que je n'avais pas supprimé. Que j'avais en fait lu 3 fois la semaine passée en étant assise dans le parking de Méridian à manger mon déjeuner parce que je ne voulais pas que quelqu'un au bureau la voie sur mon écran. Ce que je n'avais pas? Un endroit où vivre après cette semaine. Un salaire à partir de lundi. Une réponse claire à la question que Marcus avait posée doucement, prudemment, de la manière dont il posait les choses, pour savoir si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais bien. Il a éteint la lumière dans le couloir et est allé se coucher. Je suis resté allongé là pendant peut-être 20 minutes. La pluie s'était arrêtée. Quelqu'un dans la rue en bas promenait un chien, le cliquetis des griffes sur le trottoir, puis cela aussi a disparu, et l'appartement était dans le silence particulier d'une ville qui ne s'est pas encore complètement endormie. Je me suis levé, j'ai mis mes chaussures et je suis descendu au parking. Je me suis assise dans ma voiture pendant 8 minutes. Je le sais parce que j'ai vérifié l'heure en entrant et en sortant. J'ai mis mes mains à plat sur le volant, paume vers le bas, et j'ai respiré. C'est tout ce que j'ai fait. Le parking sentait les gaz d'échappement et le béton humide, et la légère douceur industrielle du nettoyant pour canalisation que la société de gestion utilisait le mardi, ce que je savais parce que je m'étais garé ici une douzaine de fois en rendant visite à Marcus. Et ça sentait toujours comme ça le mardi soir. Je n'ai pas pleuré. Je veux être clair à ce sujet. Non pas que pleurer aurait été mal, mais parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose dans ma poitrine qui ressemblait à un poing qui s'ouvrait et se fermait, et j'ai respiré contre lui jusqu'à ce qu'il s'arrête. 8 minutes. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Kevin. Toujours d'accord pour jeudi? Sa réponse est arrivée en moins de 2 minutes. Bien sûr. Ça va? J'ai tapé, ça ira. Je l'ai envoyé. J'ai posé le téléphone face contre le siège passager et je suis resté assise là 1 minute de plus, à ne rien regarder en particulier. Je n'ai pas répondu à sa question. Le silence est une position, et ça ira en était une meilleure. Mercredi. J'étais dans un café sur NW23RD à 8h15. Avec mon ordinateur portable ouvert et un grand café filtre que je n'ai pas goûté. J'ai réservé un studio meublé dans le nord-ouest de Portland, à 2 pâtés de maison du café. Par chance, un bail mensuel. Emménagement vendredi, 1000 €, 850 € par mois. Les photos montraient des sols propres et une fenêtre donnant sur une cour. C'était suffisant. Ensuite, j'ai ouvert le site web de ma banque et j'ai passé 45 minutes à me retirer de tout ce que j'avais mis en place à l'adresse de Beaverton. Le compte de paiement de factures lié au service Internet de la famille, que j'avais mis à mon nom il y a 3 ans quand Comcast avait posé des problèmes à mes parents et que j'avais réglé le problème sans jamais le rechanger. Le virement récurrent au prêteur hypothécaire de mes parents, 400 € par mois, depuis 4 ans, quelque chose sur lequel je reviendrai, je l'ai laissé pour le moment. Je devais y réfléchir. La notification de la facture d'électricité qui arrivait sur mon adresse email, le compte familial Amazon, 4 choses au total. Cela a pris 45 minutes parce que je voulais être prudente et parce que la prudence est ma façon de faire, j'ai envoyé un email aux ressources humaines de Méridian pour confirmer le calendrier de traitement de l'indemnité de départ. À 9h47, un texto de mon père. Appelle ta mère. Je l'ai lu. J'ai reposé le téléphone. J'ai commandé un deuxième café et j'ai ouvert la proposition de conditions d'acquisition et je l'ai relu. En entier. Chaque clause. Même celle que j'avais déjà lue jusqu'à connaître le langage par cœur.
Je trouve cela clarifiant, parfois. De lire quelque chose que l'on connaît. Sa précision. La façon dont chaque terme signifie exactement ce qu'il dit. Je n'ai pas appelé ma mère. Son silence après avoir fait ma valise avait été une position. La mienne était la même. Marcus a fait des pâtes mercredi soir. Celles en boîte, avec de la sauce marinara en bocal, ce dont il n'a aucune honte d'une manière que j'ai toujours trouvée tranquillement admirable. Il a versé 2 verres de vin et nous avons mangé à sa table de cuisine. Et il a attendu que nous ayons presque fini avant de demander « Qu'est-ce que tu vas faire pour jeudi ?» J'ai posé ma fourchette. Je lui ai parlé de la clause familiale, de tout. De la façon dont je ne l'avais dit à personne sauf à Kevin. La redirection de 180 000 €. Ce que cela aurait couvert. Ce que j'avais imaginé en détail en le leur annonçant à une table de dîner pas si différente de celle-ci. Marcus est devenu très immobile, comme il le fait. Immobile quand il traite quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Ce n'est pas un homme qui joue des réactions. Il a tenu son verre de vin et l'a regardé. Donc tu allais leur donner la sortie, a-t-il dit. Et ils t'ont tendu une valise avant que tu ne puisses le faire. Oui. Il a posé le verre. Et maintenant? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai compté 3 secondes, je fais ça quand je décide quelque chose, je fais un rapide décompte intérieur, ça ralentit la partie de moi qui veut agir avant que j'ai fini de penser. J'ai une réunion demain, ai-je dit. Il m'a regardé un moment. Puis il a hoché la tête. Il a pris sa fourchette et a fini ses pâtes. Et il n'a pas insisté. Et j'ai fait confiance à Marcus Webb avec ma vie professionnelle pendant 9 ans. Pour cette qualité exacte, il connaît la différence entre une porte laissée ouverte et une porte fermée. Nous avons fait la vaisselle ensemble. Il m'a prêté une serviette propre et un chargeur de téléphone et m'a dit que le canapé était à moi aussi longtemps que j'en aurais besoin. J'ai dit que je serais dans un nouvel appartement d'ici vendredi. Il a dit que c'était bien. Jeudi. J'étais sur le pont de Burnside à 7h40 avec ma tasse de voyage et le dossier d'acquisition sur le siège passager. En route vers le bureau de Kevin dans le Pearl District. La Willamette, grise et plate en dessous. La ville faisait ce que Portland fait les matins d'octobre. Tout est humide. Tout est assourdi. Le ciel, de la couleur du placo-plâtre ancien. Les vendeurs de café ambulants déjà ouverts. Je me suis garé dans le parking sur la 10e. Je suis resté dans la voiture. 30 secondes, pas 8 minutes. J'avais dépassé les 8 minutes. Mon téléphone affichait un nouveau message vocal. Pat. Je l'ai regardé. Je ne l'ai pas écouté. J'ai mis le téléphone dans la poche de mon manteau, je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'à l'ascenseur. L'ascenseur a mis 11 secondes. J'ai compté. Le bureau de Kevin Hartley est au 14e étage d'un immeuble du Pearl District qui était un entrepôt dans une vie antérieure et en porte encore les traces, au plafond, acier apparent, fenêtre du sol au plafond sur le mur nord. Par temps clair, on peut voir le mont Hood depuis son bureau. Ce jeudi n'était pas un jour clair. Le ciel était du même gris plat qu'il l'avait été toute la semaine. Et la ville en dessous paraissait petite et étouffée. La façon dont Portland apparaît quand les nuages descendent bas. Il avait du café qui attendait. Il a toujours du café qui attend. Je me suis parfois demandé s'il préparait une nouvelle cafetière avant chaque réunion ou s'il était simplement toujours en train de venir de faire du café. Et je n'ai jamais demandé parce que cela semble être le genre de choses qui serait moins intéressante avec une réponse. Je me suis assise en face de lui. Il a ouvert le dossier. L'accord d'acquisition comportait 4 composantes principales et Kevin m'a guidé à travers chacune d'elles avec la patience méthodique qui est son don professionnel particulier. Pas lent. Jamais condescendant. Juste minutieux de la manière qui vous fait sentir que le sol est solide sous chaque pas avant de faire le suivant. La lettre d'intention signée. Les déclarations et garanties propres. Le calendrier de cession de la propriété intellectuelle, qui nous avait pris presque une semaine à mettre au point, maintenant correct. Le calendrier de clôture, 45 jours à compter d'aujourd'hui, en supposant aucun changement matériel. Tout était en ordre. Il a pris le second dossier. Plus fin que le premier. Il a fait glisser un seul document sur la table et a posé son stylo à côté. L'option de rachat familial. 3 pages.
J'avais écrit la première ébauche du concept moi-même dans un café un dimanche d'août avant même d'avoir engagé Kevin. Il avait peaufiné le langage, ajouté le mécanisme de séquestre et m'avait demandé une fois si j'étais certaine de la structure. J'avais dit oui. Il a pointé la ligne de signature sur la page 3. Ceci est l'option de rachat familial, a-t-il dit. Signez ici et elle s'active. La redirection de 180 000 € va sur un compte séquestre, payable aux bénéficiaires que vous avez spécifiés, Patricia et Gary Reed pour le solde de l'hypothèque. Amber Reed pour le prêt du véhicule. Il a levé les yeux. Voulez-vous que j'exécute celui-ci aussi? J. Ai pris le document. J'ai lu la première page. Je l'avais déjà lu, 4 fois à ce stade, mais je l'ai relu. Le langage était précis. De la manière dont le langage juridique est précis quand quelqu'un a travaillé pour le rendre ainsi plutôt que pour l'obscurcir. Chaque terme signifiait ce qu'il disait. Je suis passé à la page 2. J'ai compté les paragraphes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pensé à la voix de mon père à la table de la cuisine. Ta sœur a plus besoin de cette maison que toi en ce moment. La voix de la décision. La voix qu'il utilisait quand il avait déjà pris sa décision et informait simplement la pièce. J'ai pensé à Amber en haut des escaliers, regardant, ne descendant pas. La qualité spécifique de choisir de rester où l'on est quand rester où l'on était une décision. J'ai pensé aux mains de ma mère sur la tasse de café. Plates, délibérées, les mains d'une femme gérant la température de la situation. Et le son d'une fermeture éclair dans une pièce où je n'avais pas été invité. Et 11 mois de dépôt de 200 € qui ont été reçus en silence parce que le silence était plus pratique que la reconnaissance. J'ai posé le document. Kevin a attendu. Il est doué pour attendre. C'est, à mon expérience, la compétence professionnelle la plus rare, la capacité de tenir un silence sans le combler, sans bouger sur sa chaise. Non, ai-je dit. J'ai pris un moment. Pas longtemps. Vous êtes sûr? Ce n'était pas une question. Il savait que ce n'était pas une question. Je savais que ce n'était pas une question. C'était la dernière courtoisie, l'équivalent professionnel d'une main sur une porte avant qu'elle ne se ferme. J'en suis sûr. Il a retiré le document de la table. A pris une note en marge. L'a mis dans une pile séparée et est passé à la page suivante du dossier principal sans cérémonie. De la manière dont on passe à autre chose une fois qu'une décision est prise. Nous avons passé 40 minutes de plus sur les documents restants. J'ai signé cette chose. Kevin m'a guidé à travers chacune d'elles. Le café était bon. Quand nous nous sommes serrés la main à la porte, il a dit que nous serions en contact dans la semaine. Et j'ai dit merci. Et j'ai pris l'ascenseur pour descendre 14 étages et je suis sorti sur la 10e avenue dans l'air gris d'octobre. Je suis resté sur le trottoir un moment. Un camion de livraison tournait au ralenti au coin de la rue. 2 femmes avec des poussettes sont passées devant moi en allant vers le nord. Un cycliste a traversé le passage piéton au feu rouge sans regarder en arrière. Je m'attendais à ressentir quelque chose que je ne pouvais pas nommer, une version de la perte ou du soulagement ou du poids particulier qui vient après une décision qui ne peut être annulée. Ce que j'ai ressenti à la place était plus léger. Pas heureuse. Pas vengée. Juste plus légère. La façon dont on se sent quand on a tenu une porte fermée contre quelque chose de lourd et qu'on recule enfin pour la laisser aller. J'avais passé 6 mois à construire cette clause. J'avais imaginé les visages de mes parents quand je le leur dirais. J'avais imaginé ma mère posant sa fourchette et mon père devenant silencieux et Amber, pour une fois, n'ayant rien à dire. J'avais porté ce dîner imaginaire avec moi comme un élément sur une liste de choses à faire. Quelque chose à accomplir. Une dette que j'avais décidé de payer en leur nom avant même qu'ils sachent qu'ils la devaient. La liste des choses à faire était plus courte maintenant. J'ai marché jusqu'à ma voiture. J'avais 45 jours jusqu'à la clôture. J'ai ouvert mon téléphone et pour la première fois en 3 ans, j'ai cherché des appartements à Austin. Le message vocal de ma mère est arrivé le 3e jour. Je déballais mon sac de sport dans le studio meublé sur NW Lovejoy, sol propre. Une fenêtre donnant sur la cour. Une cuisine de la taille d'un dressing. Ce qui me convenait parfaitement, car je n'ai jamais été quelqu'un qui utilise une cuisine pour quelque chose de plus élaboré que du café et des plats à emporter réchauffés. J'avais eu les clés le vendredi matin,
emménager avec mon sac le vendredi après-midi et passer le week-end à acheter les choses spécifiques qui rendent un espace temporaire vivable. Un bon oreiller, une cafetière à piston, 2 jeux de serviettes qui n'étaient pas du genre rêche. Mon téléphone affichait un nouveau message vocal. Patride. Je l'ai écouté en pliant un pull. Sa voix était prudente, de la manière dont elle le devenait quand elle gérait la température d'une situation à distance. Salut chérie, c'est maman. J'espère que tu vas bien. Nous n'avons pas eu de tes nouvelles. Ta sœur va beaucoup mieux. Je pense que le stress l'affectait vraiment. Bref, rappelle-moi quand tu pourras. J'ai fini de plier le pull. J'ai posé le téléphone sur le comptoir. Elle avait appelé pour faire un rapport sur son investissement. J'étais toujours la première ligne de son budget familial, elle avait juste besoin de confirmer que j'étais toujours opérationnel. La dernière phrase était révélatrice. Ta sœur va beaucoup mieux. Pas, tu nous manques. Pas, ton père veut te parler. La mise à jour qu'elle a donnée en premier concernait l'état d'Amber, ce qui signifiait que l'état d'Amber était la chose qu'elle considérait la plus pertinente pour moi, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas encore compris que j'avais cessé de le considérer comme pertinent du tout. Je n'ai pas rappelé. Le 14e jour, j'ai ouvert l'application de ma banque et annulé le virement récurrent au prêteur hypothécaire de mes parents. 400 € par mois, 48 paiements, 19 200 € sur 4 ans, envoyés discrètement et reçus en silence parce que c'était l'arrangement que nous avions tous convenu sans jamais en discuter. Cela a pris 3 clics, 40 secondes peut-être. J'ai posé mon téléphone face contre le bureau et je suis retourné au document d'acquisition que j'examinais, une section sur les déclarations et garanties que Kevin avait signalées pour une deuxième lecture. J'y ai pensé une fois de plus ce soir-là, brièvement, de la façon dont on pense à une chose qu'on a posée dans une autre pièce. Puis j'ai arrêté d'y penser. L'appel d'Amber est arrivé le 21e jour. Elle a appelé à 18h47, ce qui était après le dîner, ce qui signifiait qu'elle avait réfléchi au moment d'appeler. Amber réfléchit au moment d'appeler. Elle a toujours eu un bon instinct pour le timing, quand demander, quand attendre, quand arriver quelque part déjà en cours pour que la partie difficile ait été gérée par quelqu'un d'autre. J'ai décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était enjouée de la manière spécifique dont elle le devient quand elle veut quelque chose et a décidé que l'enjouement est la bonne approche. Salut Dan, ça va? J'ai pensé à toi. J'ai dit que ça allait bien. Elle a dit que maman et papa étaient un peu stressés. Elle a dit qu'elle savait que les choses étaient devenues bizarres. Elle a dit qu'elle pensait que ça aiderait vraiment si je venais dîner à la maison, juste pour apaiser les tensions. 3 choses que son appel n'était pas. Des excuses, un bilan, une reconnaissance que quoi que ce soit s'était passé. Une chose qu'il était, un recrutement. Elle avait besoin de moi de retour à la maison de la même manière qu'un système a besoin qu'un composant manquant soit remis en place. Non pas parce que je lui manquais, ou pas seulement pour ça, mais parce que mon absence avait créé un problème qu'elle voulait résoudre et elle avait décidé que l'enjouement était l'outil le plus efficace pour le résoudre. Je ne peux pas venir, ai-je dit. Je veux dire, ce n'est pas obligé d'être cette semaine. On pourrait faire un dimanche où. Je ne peux pas venir, Amber. Elle s'est tue. Un silence différent de ce à quoi je m'attendais. Pas blessée, exactement, mais en recalibrage. Elle avait tenté l'approche et obtenu un résultat qu'elle n'avait pas prévu. D'accord, a-t-elle dit. Elle a raccroché la première. J'ai posé le téléphone et regardé par la fenêtre la cour. Un voisin à qui je n'avais jamais parlé était assis sur un banc là-bas avec un livre de poche et un pigeon marchait en cercle près du drain. Et la lumière du soir faisait ce qu'elle fait à Portland fin octobre, devenant dorée pendant environ 20 minutes avant que le gris ne revienne. J'ai pensé, elle sait ce qu'elle a fait. C'est ce que l'appel a confirmé, et la chose que je ressassais depuis la nuit dans la cuisine. Amber n'avait pas hurlé à propos du prêt automobile parce qu'elle était irréfléchie. Elle avait hurlé à ce sujet parce qu'elle avait calculé, dans les quelques secondes entre ma première phrase et sa réponse, que hurler à ce sujet était le chemin le plus rapide vers une résolution qui ne lui demanderait pas d'absorber le coup. Le calcul avait été faux. Mais le calcul avait été fait. Le 28e jour, mon père a envoyé un texto, « Appelle ta mère », 2 mots pour elle et 1 mot pour lui, ce qui correspondait à peu près au ratio qui avait toujours été appliqué à la communication dans la maison Reed. Les préoccupations de Pat avaient droit à des phrases, celle de Gary à la livraison, il était le véhicule. Le message n'était pas de lui. Je l'ai lu.
Je suis retourné au document de portée de consultation que je rédigeais pour le client d'Austin. L'équipe régionale de la société acquéreuse m'avait contacté pour un engagement de transition, ce qui était courant dans des transactions comme celle-ci, et j'avais passé 2 soirées à mettre les termes au point. Le travail était intéressant. Le tarif était meilleur que ce que Meridian m'avait payé. Je n'ai pas répondu au texto. Les 45 jours entre le bureau de Kevin et la date de clôture ont été les plus calmes dont je me souvienne depuis longtemps, pas vide. Le contraire de vide, mais calme dans le sens spécifique d'une vie qui appartient entièrement à la personne qui la vit. Je me suis réveillé quand je voulais. J'ai travaillé sur des choses qui étaient les miennes. J'ai répondu aux emails de Kevin, de l'équipe d'acquisition et de la société de gestion immobilière avec laquelle j'avais signé pour Cannon Beach, qui avait déjà mis la maison en location et avait déjà les 2 premiers week-ends de réservés. Je n'ai répondu à aucun email de Beaverton parce qu'il n'y avait aucun email de Beaverton, parce qu'ils n'avaient pas encore compris que l'email était une option. Certaines personnes, quand elles perdent leurs moyens de pression, deviennent plus bruyantes. Ma famille est devenue silencieuse. Je l'ai reconnu parce que j'avais été silencieuse de la même manière pendant 15 ans et je savais ce que cela signifiait. Cela signifiait qu'ils attendaient que je règle le problème. J'étais occupé à faire autre chose. Le texto de Kevin est arrivé à 14h14 l'après-midi du 45e jour. J'étais au café sur NW23RD, celui où je travaillais la plupart des matins depuis que j'avais emménagé dans le studio. Bonne lumière, Wi-Fi fiable, un comptoir le long de la fenêtre où l'on pouvait installer un ordinateur portable et faire face à la rue sans que personne ne vous dérange. J'avais un americano à moitié fini et le document de portée de consultation ouvert sur mon écran, et j'étais au milieu d'une phrase sur les délais de livraison quand mon téléphone a vibré. Fait. Confirmation de virement. J'ai ouvert mon email. La confirmation était là. Un numéro de routage, un code de référence, un montant en euros avec plus de chiffres que je n'en avais jamais vu attaché à mon nom. Je l'ai lu 2 fois. Non pas que j'en doutais, le travail de Kevin ne laissait pas de place au doute, mais parce que certains chiffres nécessitent un second regard avant de devenir réels. 2 847 400 € net après frais. J'ai fermé l'email. J'ai regardé par la fenêtre sur NW23RD. Une femme promenait un Golden Retriever qui s'arrêtait sans cesse pour renifler un parc-mètre. Un homme en veste de pluie déverrouillait un vélo qui avait été attaché à un panneau pendant ce qui semblait être plusieurs jours de trop. Le vendeur de café de l'autre côté de la rue avait une file de 4 personnes, ce qui était à peu près la moyenne pour un mardi après-midi en octobre. J'ai pris mon americano et je l'ai fini. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet et je suis retourné aux annonces d'appartements à Austin que je regardais depuis 2 semaines. J'avais trouvé celui que je voulais le 38e jour, un appartement d'une chambre du côté et de la ville, 2e étage, un petit balcon donnant sur une cour de chêne vert, parquet partout, disponible le 1er décembre. Le loyer était de 1 640 € par mois, soit 210 € de moins que mon studio de Portland pour une unité 40% plus grande, ce qui était le genre de calcul que je trouvais tranquillement satisfaisant. Je n'avais pas encore postulé parce que j'attendais que le virement soit effectif. J'ai rempli la demande, joint mes documents financiers qui incluaient maintenant un relevé d'actifs très récent et très significatif. Je l'ai soumise à 14h37, l'approbation est revenue en 40 minutes. J'ai réservé le vol ce soir-là. Portland à Austin, 92e jour, aller simple. Le 48e jour, Marcus a appelé. Il avait croisé mon père à la quincaillerie de Canyon Road, celle près de la maison de Beaverton où Gary allait depuis 30 ans, achetant des vis, du mastic et des luminaires de remplacement avec la détermination spécifique d'un homme qui croit que l'entretien des choses est une forme de contrôle. Marcus a dit qu'il avait l'air mal en point. Fatigué d'une manière qui était différente de la fatigue ordinaire. Il avait mentionné, quand Marcus lui a demandé comment allaient les choses, qu'il réglait des affaires de banque. Je lui ai alors parlé du paiement tampon. De tout, les 400 € par mois, les 4 ans, la façon dont je l'avais mis en place via un service de paiement de facture tiers pour qu'il apparaisse sur le relevé de leur prêteur comme un paiement général plutôt que quelque chose de traçable jusqu'à moi. Je lui ai dit que je l'avais annulé le 14e jour. Il est resté silencieux un moment. 400 € par mois, a-t-il dit, pendant 4 ans, 48 paiements, et il ne savait pas qu'il le recevait. Il ne savait pas d'où ça venait. Une autre pause. Je pouvais l'entendre penser, comme je peux toujours entendre Marcus penser. Pas par un son qu'il fait, mais par la qualité du silence,
qui est différent de son silence de parole, de son silence d'écoute et de son silence où je ne suis pas d'accord mais je décide si je dois le dire. C'était le silence d'un homme faisant un calcul qui aboutissait à quelque chose de compliqué. Et maintenant le prêteur envoie des avis, a-t-il dit. Apparemment, et ils ne savent pas pourquoi les paiements ont changé. Ils savent que le montant du paiement a changé. Ils ne savent pas pourquoi. Il a laissé cela en suspens une seconde, puis. Tu es d'accord avec ça? J'ai réfléchi à la question. Elle méritait une vraie réponse. Oui, ai-je dit. Et je le pensais de la manière dont j'en étais venu à penser les choses, non sans coup, mais sans doute. Le oui et le coup étaient tous deux vrais et ne s'annulaient pas. Le 52e jour, Marcus m'a envoyé une capture d'écran sans message d'accompagnement. C'était une publication Facebook. Public, ce qui, je soupçonnais, était un accident. Amber avait tagué le nom du prêteur hypothécaire pour une hypothèque spécifique, éplé en toutes lettres dans le corps de la publication. À côté d'une plainte détaillée sur leur temps d'attente au service client et ce qu'elle décrivait comme une discordance de paiement que personne ne pouvait expliquer. La publication avait 11 commentaires. 3 d'entre eux provenaient de personnes lui recommandant d'essayer d'appeler plus tôt le matin. 2 provenaient de personnes partageant des expériences similaires avec la même institution. Un provenait d'une femme nommée Déborah qui avait écrit « Cela nous est arrivé aussi » avec 2 points d'exclamation. Je l'ai lu une fois. J'ai posé mon téléphone face contre le bureau. J'ai regardé le plafond du studio pendant environ 30 secondes, ce qui est le temps que je m'accorde généralement pour traiter les choses qui sont à la fois prévisibles et pourtant surprenantes. Ils avaient trouvé la discordance. Ils n'en avaient pas encore trouvé la source. J'ai retourné mon téléphone et ouvert le portail de la société de gestion immobilière pour Cannon Beach. La maison était en location à court terme depuis 3 semaines. Les 2 prochains week-ends étaient réservés. Une famille de Seattle avait laissé un message demandant pour un séjour de 4 nuits à Thanksgiving. Je leur ai envoyé les tarifs et la disponibilité. Ils ont confirmé dans l'heure. Je n'ai pas répondu à la publication Facebook d'Amber. J'avais un avion à prendre, au sens figuré, et elle n'était pas sur l'itinéraire. Le 55e jour, j'ai envoyé un email à Kevin pour confirmer que tout de mon côté était complet. Sa réponse est arrivée le lendemain matin. Tout était en ordre de son côté aussi. Dépôt effectué. Archives en ordre. Sa facture traitée via les produits de la clôture comme convenu. 3 lignes. Aucune amabilité au-delà d'un seul bon voyage à la fin. Ce qui, de la part de Kevin, était l'équivalent d'une ovation debout. Le 58e jour. Marcus et moi nous sommes promenés le long de la Willamette. C'était une soirée assez froide pour avoir besoin d'une veste mais pas assez froide pour être désagréable. Le genre de soirée d'octobre que Portland fait mieux que presque n'importe où. La lumière devenant ambrée sur les West Hills. La rivière retenant la couleur du ciel. Le pont aux Sornes illuminé contre l'obscurité. Nous avons marché depuis l'East Bank Esplanade vers le sud en direction d'Omsi et retour. Un itinéraire que nous avions parcouru peut-être 30 fois en 9 ans. Dans diverses configurations de crise et de contentement. Il avait un café. J'avais les mains dans les poches de mon manteau. Il a demandé si j'étais sûr pour Austin. Les chiffres collent, ai-je dit. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'y ai réfléchi pendant quelques pas. La rivière coulait lentement, comme elle le fait quand le courant est plus fort en dessous qu'il n'y paraît à la surface. J'ai construit tout ce que j'ai dans cette ville autour du maintien de cette famille, ai-je dit. Je ne peux pas construire ce qui vient après au même endroit. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis, c'est une bonne raison. C'est la seule dont j'ai besoin. Nous avons marché jusqu'au bout de l'esplanade et avons fait demi-tour. Un héron se tenait sur un rocher près de la rive, de la manière dont les hérons se tiennent, absolument immobile, comme si l'immobilité elle-même était une forme de patience plutôt qu'une absence de mouvement. Je l'ai regardé un moment en passant. Marcus a demandé si je reviendrais à Portland. Pas si je rentrerais à la maison, il était trop précis pour ça, mais si je reviendrais. J'ai dit que je ne savais pas. J'ai dit qu'Austin était un bon marché, que le travail était intéressant et que les chênes verts à l'extérieur de l'appartement étaient le genre de choses que l'on ne pouvait pas prévoir mais que l'on était heureux de trouver. J'ai dit que la maison de Cannon Beach me ramènerait quelques fois par an pour les bilans de gestion immobilière, si rien d'autre. Il a dit que c'était déjà ça. J'ai dit que oui.
Nous avons marché le reste du chemin dans le genre de silence qui n'a pas besoin d'être comblé, la rivière sombre à notre gauche, la ville brillante sur les collines à notre droite, et j'ai pensé au fait que dans 34 jours, je serai dans un endroit où je n'avais jamais vécu. Commençant quelque chose que je n'avais pas encore fini de construire, sans les frais de personne d'autre dans mon budget que les miens. Les chiffres collaient, et pour une fois, ce n'était pas la chose la plus importante que j'aurais pu dire à ce sujet. Le texto de Marcus est arrivé à 11h04 un mardi matin, 89 jours après que mon père ait porté ma valise sur le porche. Ton père est là. Je l'ai appelé. Il a décroché à la première sonnerie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, debout sur mon perron. Il est là depuis environ 10 minutes. J'ai regardé ce qu'il y avait sur mon bureau, la portée de consultation à moitié finie. Un café qui refroidissait. Dehors, par la fenêtre du studio, la cour avec le banc, le drain et le pigeon qui avaient apparemment décidé que ce carré de béton particulier valait la peine d'être défendu. Est-ce qu'il va bien? Il a l'air de ne pas avoir dormi, ou d'avoir trop dormi, l'un des deux. Je suis resté avec ça un moment. Gary Reed avait 62 ans, dormait dans la même maison depuis 31 ans et ne s'était jamais, de ma mémoire, présenté quelque part à l'improviste. Il planifiait. Il décidait. Il exécutait des décisions qu'il avait déjà prises. Il ne s'asseyait pas sur les perrons des autres pendant 10 minutes en attendant de voir ce qui se passait. D'accord, ai-je dit. J'ai conduit jusqu'à l'immeuble de Marcus sur NW Lovejoy. J'ai pris le pont de Burnside, ce qui a ajouté 4 minutes mais c'était l'itinéraire que je connaissais par mémoire musculaire, et j'ai utilisé ces 4 minutes pour réfléchir à ce que je voulais dire et à ce que je ne voulais pas, ce qui est le même processus que je suis avant toute réunion importante. Mon père était assis sur le perron quand je suis arrivé. Il s'est levé quand il a vu ma voiture, de la manière dont les hommes de sa génération se lèvent quand une femme arrive, automatique, appris avant qu'il ne soit assez vieux pour l'examiner. Il portait une veste de travail en toile et l'expression d'un homme qui était réveillé depuis bien avant l'heure. Je me suis garé. Je suis sorti. Je n'ai pas marché vers lui immédiatement. Il a dit, je ne savais pas où aller d'autre. Je l'ai regardé un moment. Il était plus mince du visage que dans mon souvenir, ou peut-être que la lumière était différente, ou peut-être que je le regardais depuis 34 ans et que ce n'est que maintenant que je voyais clairement ce qui avait toujours été là. Viens, ai-je dit. J'ai marché vers l'immeuble. Marcus nous a fait entrer et nous a donné le salon sans qu'on le lui demande, fermant la porte de sa chambre avec l'efficacité silencieuse de quelqu'un qui comprenait exactement quel type d'espace était nécessaire et avait décidé de le fournir sans faire de cas du geste. Il y avait un verre d'eau sur la table basse. Je ne lui avais pas demandé de le mettre là. Il l'avait juste fait. Mon père s'est assis dans le fauteuil de Marcus, celui avec la coudoir recollée, et je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu, parce que Gary Reed était venu ici et Gary Reed allait devoir commencer. Il a tourné autour du pot au début. C'est ce qu'il fait quand il a tort, il s'approche par l'extérieur, aborde le centre de la chose obliquement, en testant le terrain. Il a parlé du prêteur hypothécaire, des appels que Pat avait passés, de l'historique des paiements qu'ils avaient demandés, qui montrait une discordance remontant à 4 ans que personne à la banque ne pouvait expliquer adéquatement. Il a parlé des paiements de la voiture d'Amber, qu'il couvrait depuis 2 mois maintenant, 610 € par mois, qu'il a dit sans inflexion mais qui a atterri dans la pièce comme il le voulait. Il a parlé pendant un moment. Je l'ai laissé faire. Quand il s'est arrêté, le silence dans la pièce était de ceux qui ont du poids. Je ne savais pas pour l'entreprise, a-t-il dit. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit. C'est ça le problème. Il m'a regardé. Il avait les mains sur les genoux, à plat, la même position qu'il avait à la table de la cuisine il y a 89 jours, mais différente maintenant, vidée de l'autorité qui en avait fait une position de pouvoir alors. Maintenant, c'était juste un homme qui gardait ses mains quelque part pour qu'elles ne le trahissent pas. Depuis combien de temps, a-t-il dit? 4 ans. Et la maison à Cannon Beach? 3 ans. Nous y sommes restés. Oui. Quelque chose a traversé son visage pour lequel je n'avais pas de mots précis. Pas de la honte. Exactement, quelque chose d'adjacent. Quelque chose qui avait été assis sous la honte pendant longtemps et qui ne faisait surface que maintenant parce qu'il n'avait plus de place. Pourquoi ne nous as-tu rien dit, a-t-il dit. J'avais réfléchi à la manière de répondre à cela. Pas dans la voiture. Pas pendant les 89 jours, plus longtemps que ça.
De la manière dont on pense aux réponses à des questions qui n'ont pas encore été posées parce qu'on les attend depuis assez longtemps pour savoir qu'elles arrivent. Parce qu'au moment où je vous aurais dit que j'avais des ressources, ai-je dit, vous m'auriez rendu responsable de leur allocation. De la même manière que vous m'avez rendu responsable des paiements tampons que j'ai mis en place il y a 4 ans sans vous le dire. De la même manière que vous m'avez rendu responsable du prêt automobile d'Amber avant que j'aie fini de vous dire que j'avais perdu mon travail. Il n'a pas répondu. Il a regardé le verre d'eau sur la table. 3 choses se sont produites la nuit où tu as fait ma valise, ai-je dit. J'allais vous parler de l'accord d'acquisition au dîner. J'avais intégré une clause dans la structure de l'accord pour rembourser votre hypothèque et la voiture d'Amber. Et j'ai appelé mon avocat le lendemain matin et je l'ai retiré. Le silence qui a suivi a été le plus long dans la pièce jusqu'à présent. Il avait une qualité différente des autres, non pas vide mais plein. De la manière dont une pièce est pleine après que quelque chose tombe et se brise. Et que le son vient de finir de réverbérer. Tu allais, a-t-il commencé. Oui. Et nous. Oui. Il a mis son visage dans ses mains. Il n'a pas pleuré. Gary Reed, à mon expérience, ne pleure pas. Il compresse. Il absorbe. Il porte les choses intérieurement, à la manière des hommes à qui on a appris que porter les choses extérieurement était un échec de caractère. Il est juste resté assis là, le visage dans les mains, un moment. Ce qui était la chose la plus proche de défaite que je l'ai jamais vue. Puis il a relevé la tête. Je t'ai fait ça toute ta vie, n'est-ce pas, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Il l'a dit de la manière dont on dit quelque chose que l'on sait depuis longtemps et que l'on a espéré, sans véritable fondement pour cet espoir, avoir eu tort. Depuis que j'ai 15 ans, papa. Il a fermé les yeux brièvement. Les 200 €, a-t-il dit. Tu savais. Oui. Et tu n'as jamais rien dit. Non. Je lui ai donné le silence qu'il méritait de vivre. Pas cruel, j'en avais fini avec la cruauté au moment où je suis arrivé dans cette pièce, si j'avais jamais commencé, mais honnête. Le silence disait, voilà ce que tu as fait, et nous allons tous les deux le reconnaître, et la reconnaissance n'est pas la même chose que le pardon et ne prétend pas l'être. Après un moment, je lui ai parlé d'Austin. Je lui ai dit que le vol était dans 3 jours, que l'appartement était prêt et que le travail était intéressant. Je lui ai dit que la maison de Cannon Beach était sous contrat de gestion immobilière et le resterait. Je lui ai dit que le prêteur First Pacific Mortgage Services avait un programme de restructuration pour difficultés financières pour les emprunteurs dans sa situation et que la personne à demander s'appelait Delgado au service de défense des clients. Ce que je savais parce que je l'avais cherché il y a 2 semaines, une nuit où je n'étais pas encore sûr si je le lui dirais ou non. Je lui ai dit d'appeler avant 10 h du matin, heure du Pacifique, parce que les temps d'attente étaient plus courts avant que l'heure du déjeuner de la côte et n'atteignent leur file d'attente. Il a écouté tout cela. Quand je me suis levé, il s'est levé aussi, le même réflexe automatique, profondément ancré. Il avait l'air de vouloir dire quelque chose pour lequel il n'avait pas les mots justes, ce qui, à mon expérience, est la description la plus précise de Gary Reed au moment qui ont le plus compté. Prends soin de toi, papa, ai-je dit. J'ai marché jusqu'à la porte. Dans le couloir, Marcus était appuyé contre le mur, les bras croisés et sa tasse de café dans une main, n'écoutant pas aux portes, juste présent, comme il était toujours juste présent quand ça comptait. Il m'a tendu ma tasse de café, que j'avais laissée sur son comptoir en arrivant. Je l'ai prise. Je suis sorti. PDX tôt le matin a une qualité qui lui est particulière et que je n'ai jamais pu trouver dans aucun autre aéroport. Quelque chose à propos de la lumière, les puits de lumière dans le terminal principal laissent entrer une aube gris-blanc du nord-ouest Pacifique qui est plus douce que le fluorescent et plus chaude que le temps couvert. Et les plafonds en sapin de Douglas font quelque chose au son qui fait qu'une salle de départ même bondée ressemble moins à une machine et plus à un endroit où les gens sont réellement. J'ai pris l'avion de cet aéroport 31 fois dans ma vie professionnelle. Je le sais parce que j'ai gardé les reçus. J'étais à la file de sécurité à 6h48 un mercredi matin de novembre avec un sac d'ordinateur, un bagage à main et un grand café du stand près des portes C, mélange éthiopien, noir, qu'il prépare bien. Et qui est l'une des choses qui me manqueront à Portland d'une manière spécifique et simple qui ne nécessite aucun examen plus approfondi. La file avançait. J'avançais avec elle. De l'autre côté de la sécurité, j'ai trouvé l'antenne de Powell S-Books près de la porte C10 et je suis resté là pendant 6 minutes, regardant les livres de poche sur la table des nouvelles fictions. Je n'ai rien acheté.
Je n'étais pas en quête d'une histoire que quelqu'un d'autre avait écrite. J'avais un document de consultation sur mon ordinateur portable que je voulais terminer avant d'atterrir et un deuxième document de cadre pour les 90 premiers jours avec l'équipe d'Austin que j'avais commencé et abandonné 2 fois et que j'étais maintenant prête à recommencer correctement. J'ai trouvé un siège à la porte C14 près de la fenêtre. Le tarmac était encore à moitié sombre, le personnel au sol dans leur gilet orange se déplaçant autour d'un avion qui était préparé pour un départ plus tôt. Un chariot est passé avec des conteneurs de bagages empilés dessus. Un homme en gilet réfléchissant se tenait à l'aile et regardait quelque chose en l'air, a décidé que c'était bon, et s'est éloigné. Mon téléphone a vibré. Marcus. Bon vol. Je l'ai regardé un moment. 9 ans d'amitié. 37 repas partagés que je pourrais identifier par leur nom. Un canapé. 2 crises professionnelles de son côté et 3 du mien. Et voici la distillation, 2 mots à 6h53 du matin, ce qui était plus que suffisant. J'ai répondu. Je continuais à subir la perte pour qu'il n'ait pas à le faire. J'ai fini d'opérer à perte. 3 secondes se sont écoulées. J'ai posé le téléphone face contre le siège à côté de moi et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le document de consultation faisait 14 pages et j'étais à la page 9, qui était la section sur les délais d'intégration, la partie où se trouvait le vrai travail. La partie qui nécessitait non seulement de connaître les chiffres, mais de comprendre ce que les chiffres essayaient de dire sur l'organisation derrière eux. J'avais été analyste financière pendant 8 ans, ce qui signifiait que j'avais passé 8 ans à apprendre que les chiffres ne concernent jamais vraiment les chiffres. Ils concernent les décisions qui les ont produits et les personnes qui ont pris ces décisions et ce dont ces personnes avaient peur quand elles l'ont fait. J'ai lu ce que j'avais écrit à la page 9. J'ai supprimé un paragraphe qui ne méritait pas sa place et en ai écrit un meilleur. Je suis passé à la page 10. À 7h21, mon esprit est brièvement allé à Biverton, pas à la maison spécifiquement, pas à la table de la cuisine, ou à la maison à demi-niveau, ou à la lumière du Porsche qui avait été allumée quand je suis parti, mais au fait général de son existence. De la manière dont on pense à un endroit où l'on connaissait son chemin. J'ai pensé, que se passe-t-il là-bas en ce moment? J'ai pensé, il est 7h21, donc Pat est probablement dans la cuisine, et Gary est probablement debout depuis 6 heures, et Amber est probablement encore endormi, parce qu'Amber a toujours dormi jusqu'à ce que la situation l'oblige à être éveillée. J'ai gardé la pensée un moment. Je l'ai examinée comme j'examine toutes les choses dont je suis incertaine, cherchant de quoi elle était réellement faite sous la surface. Et ce que j'ai trouvé, c'est ceci. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui se passait dans cette maison en ce moment. Je ne savais pas si l'appel à First Pacific avait été fait, ou si Delgado avait répondu, ou si la conversation sur la restructuration s'était déroulée comme ces conversations peuvent se dérouler quand on les aborde correctement. Je ne savais pas si Amber publiait encore sur les banques sur Facebook, ou si elle était passée à une autre frustration. J'ai découvert que cela ne me dérangeait pas de ne pas savoir. C'était nouveau. Ou pas nouveau, cela s'était construit sur 92 jours. S'accumulant de la manière dont les intérêts s'accumulent, tranquillement et sans annonce, jusqu'à ce que vous vérifiez le solde un matin et qu'il soit différent de ce qu'il était. Certains silences sont des vides dans lesquels on tombe. Certains silences sont juste de l'espace, de la place pour construire quelque chose qui n'a pas à tenir compte des frais de quelqu'un d'autre. J'avais rempli l'espace des autres avec ma propre substance pendant 15 ans. Je suis retourné à la page 10. La porte d'embarquement s'est remplie progressivement, comme le font les portes d'embarquement, les familles d'abord. Puis les voyageurs d'affaires qui calculaient leur arrivée avec précision, puis les gens qui s'étaient trompés de porte et s'en étaient rendus compte avec assez de marge pour y arriver. Un enfant de l'autre côté de l'allée mangeait un muffin avec l'absorption complète que les enfants apportent à la nourriture, le muffin nécessitant toute son attention professionnelle. Un homme en costume gris était au téléphone, sa voix basse et prudente, la voix de quelqu'un qui délivre une information que l'autre personne sur la ligne n'allait pas apprécier. Ils ont appelé l'embarquement à 7h49. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je me suis mise dans la file avec mon bagage à main et j'ai pensé à rien en particulier, pas à Austin, pas à Portland, pas aux documents de consultation ou au cadre ou à la maison de Cannon Beach qui accueillerait une famille de Seattle pour Thanksgiving pendant que je mettrais en place une nouvelle cuisine du côté et d'une ville que j'avais visitée 2 fois, mais où je n'avais pas encore vécu. J'ai pensé au café éthiopien, et si l'endroit au coin de la rue près de mon nouvel appartement que Marcus avait trouvé sur Google Maps et m'avait envoyé par texto sans commentaire serait aussi bon.
J'ai montré ma carte d'embarquement. J'ai marché dans la passerelle. La passerelle sentait l'air recyclé et la légère chaleur industrielle des systèmes d'avions faisant ce que les systèmes d'avions font, c'est-à-dire travailler continuellement et de manière fiable sans que personne n'ait à y penser. J'ai toujours trouvé cette qualité chez les machines tranquillement admirable. J'ai trouvé mon siège. Fenêtre, que j'avais sélectionné non par sentiment, mais parce que je travaille mieux avec la lumière naturelle du côté gauche de l'écran. J'ai mis mon sac d'ordinateur sous le siège devant moi et mon bagage à main dans le compartiment supérieur, et je me suis assise et j'ai regardé le tarmac. Où le personnel au sol terminait la dernière partie de leur travail avec l'efficacité concentrée des gens qui font les mêmes choses correctement chaque jour et en tirent une satisfaction professionnelle. Les portes se sont fermées. L'avion a reculé. Portland a défilé par la fenêtre puis a disparu, remplacé par la voie de circulation, puis la piste, puis la suspension particulière du moment avant qu'un avion ne s'engage à prendre de la vitesse. Je n'ai pas pressé mon visage contre la vitre. Je n'ai rien cherché au loin. Qui avait-il à voir que je n'avais pas déjà vu? Nous avons décollé. Les nuages sont montés rapidement, un épais couvert de novembre, du genre qui se referme derrière vous comme un rideau, et Portland a disparu en moins d'une minute. En dessous de moi, quelque part, se trouvaient la Willamette et les West Hills, et une maison à demi-niveau à Beaverton et un café sur NW23RD, et un héron sur un rocher qui était probablement encore là, debout dans l'immobilité précise de quelque chose qui avait décidé où il allait être. Et y était complètement. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La page 10 était toujours à l'écran, le curseur clignotant à la fin de la dernière phrase que j'avais écrite, attendant avec la patience de quelque chose qui n'avait aucune opinion sur le temps que cela prendrait. J'ai commencé à taper. J'avais passé 15 ans à être le filet de sécurité de quelqu'un d'autre. Il s'avère qu'un filet de sécurité tendu trop longtemps devient une cage. J'ai coupé le cordon quelque part au-dessus de la côte de l'Oregon, à 34 000 pieds, au milieu d'une phrase sur les délais d'intégration, sans cérémonie et sans regarder en bas. En dessous de moi, quelque part dans les nuages, l'Oregon ressemblait exactement à ce qu'il était, quelque chose que j'avais déjà payé. Si vous avez été celui ou celle qui arrange les choses discrètement, celui qui comble le vide, absorbe le coup, et vous dites que c'est juste ça, l'amour, cette histoire est pour vous. Non pas parce que vous devriez arrêter de vous soucier des autres, mais parce qu'il y a une différence entre donner librement et être compté dessus si constamment que personne ne prend la peine de demander si vous allez bien. Danielle n'a pas cessé d'aimer sa famille. Elle a cessé de financer une version d'eux qui n'avait jamais appris à fonctionner sans elle comme fondation. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Et la clarté, quand on l'atteint enfin, ne ressemble pas à de la colère. C'est comme poser quelque chose de lourd après l'avoir porté si longtemps qu'on avait oublié que nos bras étaient fatigués. Alors demandez-vous honnêtement, qui dans votre vie a cessé de vous demander comment vous allez parce qu'il suppose déjà que vous allez bien? Et qu'est-ce qui changerait si vous vous permettiez d'avoir besoin de quelque chose en retour? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir. Je veux savoir.